Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur Vendredi ou la vie sauvage, véritable succès de librairie, comme vous pouvez le constater. Alors on y va. Vendredi ou la vie sauvage, Robinson Crusoe, c'est la création d'un mythe. Effectivement, la genèse du mythe, en fait, c'est un fait divers, un simple fait divers. Il se trouve qu'en 1704, au tout début du XVIIIe siècle, un marin, Alexandre Selkirk, se fâche avec le capitaine du bateau et décide, il décide de rester sur l'île et de laisser repartir le bateau et l'équipage en Europe. Il se fait déposer sur les îles Juan Fernández au large de Valparaíso. Il y reste 4 ans et 4 jours. On le récupère et tout va bien. Daniel Defoe s'empare de ce fait divers et transforme effectivement la réalité en fiction. Et on peut considérer que le Robinson Crusoe de Daniel Defoe est véritablement le récit fondateur. Il est publié en 1719. Arrive, bien des années après, en 1967, Michel Tournier, avec son Vendredi ou les limbes du Pacifique. Alors, ce qui est très intéressant là, c'est que Tournier propose une variante sur le mythe de Robinson. Il base cette version sur une relation très particulière entre le naufragé Robinson et le sauvage Vendredi. Ah oui, limbe ça veut dire lieu flou, séjour des âmes avant d'être sauvées dans la religion catholique. Tournier va nous dire qu'un jour il a lu le Robinson Crusoe de Daniel Defoe. C'est un livre merveilleux, mais le pauvre Vendredi y est complètement sacrifié. Alors, j'ai voulu réécrire cette histoire en donnant une place plus importante à Vendredi. En 1971, face au succès de son Vendredi, il écrit Vendredi ou la vie sauvage, qui est en fait une réécriture, une version adaptée pour la jeunesse. Alors la comparaison entre Defoe et Tournier est extrêmement intéressante puisque les personnages évoluent différemment à la fin du roman. Chez Defoe, Robinson retourne à la civilisation. Chez Tournier, Robinson choisit la vie sauvage. Il privilégie le bonheur vers un âge d'or mythique. Il suffit juste d'observer les titres. Regardez, chez Defoe, Robinson Crusoe, personnage éponyme, tout tourne autour de Robinson. Chez Tournier, c'est Vendredi qui est mis en avant. Robinson, oui, effectivement, c'est un mythe. Un mythe, c'est une fiction qui met en scène un héros qui symbolise un aspect de la condition humaine. Le mythe est un mensonge qui dit la vérité sur l'homme. Alors une robinsonnade, c'est quoi? C'est donc un récit d'aventure, de vie loin de la civilisation. C'est un genre littéraire qui apparaît au XVIIIe siècle. On l'a vu sous la plume de Defoe. Alors oui, petite bulle, c'est un drôle de bonhomme, Daniel Defoe. Il est à la fois aventurier, agent politique, commerçant et écrivain. Et ce genre littéraire, c'est un genre qui renvoie aux instincts primitifs. Donc finalement, si on devait retenir une chose, une robinsonnade, c'est un récit d'aventure dans la nature, à la manière de celle de Robinson. À présent, nous allons voir les différentes étapes de la robinsonnade. Et pour ça, on va travailler sur une exemplification par le truchement du texte et le plaisir de la lecture. On y va? Robinson se leva et se dirigea vers la porte. Un courant d'air lui apprit qu'il n'y avait plus de porte. Ce qu'il y avait de plus terrifiant après le tangage et le roulis qui duraient depuis plusieurs jours, c'était que le navire ne bougeait plus du tout. Il devait être bloqué sur un banc de sable ou sur des récifs. La première étape d'une robinsonnade, c'est un naufrage. Une bonne robinsonnade ne peut ignorer ce motif. Écoutez bien. Lorsque Robinson reprit connaissance, il était couché, la figure dans le sable. Une vague déferla sur la grève mouillée et vint lui lécher les pieds. Effectivement, il s'agit d'une île déserte. Un naufrage, une île déserte. On continue? Durant les semaines qui suivirent, Robinson explora l'île méthodiquement et tâcha de repérer les sources et les abris, les meilleurs emplacements pour la pêche, les coins à noix de coco, à ananas et à choux palmistes. Autre étape, la survie. Bah oui, effectivement, puisque Robinson rapidement se rend compte, en dépit des signaux de fumée qui l'entretenaient au départ, qu'il risquait de rester sur son île un bon moment. Alors il s'organise. Mais un jour, en fait, alors qu'il avait cassé sa bêche et laissé échapper sa meilleure chèvre laitière, Robinson céda au découragement. Il reprit le chemin de la souille. Là, il ôta ses vêtements et se laissa glisser dans la boue tiède. Il comprit ainsi que le danger de la paresse, du découragement et du désespoir le menaçait toujours, et qu'il devait travailler sans relâche pour y échapper. Parfois, effectivement, dans cette situation, on oscille en permanence entre l'optimisme et le désespoir, cette oscillation intéressante entre le désir de vivre et la tentation d'abandonner. Alors, on rédige une charte.
La charte de l'île de Speranza commençait le 1000e jour du calendrier local. Article numéro 1. Robinson Crusoe est nommé gouverneur de l'île. C'est un travail de recréation de la société européenne, évidemment. On est dans un cadre administratif. Article 2. Les habitants de l'île sont tenus de penser à voix haute. Et oui, effectivement, c'est pour lutter contre la solitude, thème extrêmement récurrent dans une robinsonade. Article 3. Le vendredi est jeûné. On respecte la tradition chrétienne, toujours le modèle européen. Article 4. Le dimanche est chômé et les habitants doivent revêtir leurs meilleurs vêtements pour le dîner. Le dimanche matin à 10 h, ils se réuniront dans le temple pour la prière. Faire société tout en respectant effectivement un cadre judéo-chrétien. Article 5. Seul le gouverneur est autorisé à fumer la pipe, mais seulement une fois par semaine, le dimanche après-midi, après le déjeuner. On saupoudre là-dessus un peu d'hygiène de vie, le tour est joué. Et enfin la sécurité, article 6. Le couvre-feu est obligatoire 1 heure après le coucher du soleil. Donc on s'organise. Voilà, l'île de Speranza, effectivement. Et là, on est arrivé, si vous voulez, à l'acmé. L'acmé, c'est donc le point d'orgue du roman. On pourrait appeler toute cette première partie, en fait, Robinson. Tout tourne autour de la personne de Robinson. Et puis, à partir de là, il se passe autre chose, qui justifie que le roman s'appelle Vendredi ou la vie sauvage. À quelques mètres de là, dans un massif de palmiers nains, l'Indien rescapé inclinait son front jusqu'au sol et cherchait à toucher de sa main le pied de Robinson pour le poser en signe de soumission sur sa nuque. Alors effectivement, là c'est la rencontre. C'est la rencontre avec le sauvage, avec cet autre. Quelques mois plus tard, Vendredi avait appris assez d'anglais pour comprendre les ordres de son maître. Alors ça c'est intéressant, on est véritablement dans un rapport de domination. Un dominant, un dominé. N'oubliez pas que l'intrigue se déroule sous la plume de Tournier aussi, au XVIIIe siècle, donc c'est la période de l'esclavagisme en Europe et du colonialisme. Donc là il y a une distinction extrêmement marquée entre l'état de nature, le sauvage en arrière-plan, et l'état de culture, le civilisé, au premier plan. Alors sur le plan métaphorique, dans ce roman, il se passe quelque chose de tout à fait passionnant. Il y a une énorme explosion. Oui, parce que Robinson interdit à Vendredi de fumer. Et évidemment, le but du jeu, c'est de transgresser les interdits. Alors un jour, Vendredi se cache dans la grotte pour fumer en cachette. Mais dans la grotte, eh bien, Robinson y a entreposé toute sa poudre à canon. Donc, il y a une explosion incroyable. Et alors, métaphoriquement, c'est intéressant parce que ça veut dire que le sauvage ne comprend pas le bien fondé de la civilisation et provoque, en fait, une explosion de l'œuvre de Robinson. Autrefois, avant l'explosion, il ne pouvait pas y avoir de dispute entre eux. Robinson était le maître, Vendredi n'avait qu'à obéir à Robinson. Robinson pouvait réprimander ou même battre Vendredi. Maintenant, Vendredi était libre, il était l'égal de Robinson, aussi ils pouvaient se fâcher l'un contre l'autre. Il va naître entre ces hommes une véritable amitié. Le sauvage a détruit la civilisation européenne ennuyeuse. Désormais, effectivement, ce motif littéraire de l'explosion métaphorique qui fait voler en éclats les valeurs du vieux continent, eh bien, c'est au service des idées de l'auteur. Robinson commençait à comprendre. Il acceptait peu à peu que les choses les plus éloignées les unes des autres, comme la lune et un galet, les larmes et la pluie, puissent se ressembler au point d'être confondues, et que les mots volent d'une chose à une autre, même si ça devait un peu embrouiller les idées. C'est le triomphe de l'état de nature, qui prône l'équité entre les hommes. Robinson, désormais, éprouve sa liberté. Il apprend, en observant, la vie simple du bon sauvage, le plaisir de vivre en communion avec la nature. Le temps est aboli, et on se concentre désormais plus que sur des fonctions essentielles. Se nourrir, dormir et cultiver le plaisir comme un art de vivre. Robinson devient véritablement l'ami, l'autre, le semblable, l'alter ego de Vendredi. La dernière étape d'une Robinsonade, bah oui, c'est le sauvetage. C'est alors qu'il comprit qu'il ne quitterait jamais l'île. Ce Whitebird avec ses hommes, c'était l'envoyé d'une civilisation où il ne voulait pas retourner. Là, l'auteur met en place une stratégie pour justifier l'impossible retour de Robinson à la civilisation. Il dresse un portrait dépréciatif des Européens qui sont représentés par les membres de l'équipage de Whitebird. On parle ici d'un portrait à charge. En effet, ces hommes se montrent vils, ils inspirent le dégoût.
Ils sont cupides, c'est-à-dire intéressés par l'argent, agressifs, voire dangereux, bêtes et méchants. Robinson, par le truchement de cet équipage et la rencontre de Vendredi, réalise que le monde dans lequel il vit est un monde de paix, de respect, de beauté, de sensibilité et d'esprit. Par ce jeu de miroir, civilisé sauvage, Michel Tournier nous permet de réaliser que ce qui fait notre humanité, c'est la capacité d'envisager l'autre comme un alter ego, un autre moi-même, à la fois semblable et différent. La visée de ce roman, c'est un roman d'apprentissage. Robinson apprend grâce à un indigène. Robinson évolue et considère la vie civilisée comme loin d'être la meilleure. Et bien au contraire, puisqu'il choisit la vie sauvage. Eh oui, c'est aussi un roman d'idées, une réflexion contre l'esclavage. Alors si on dresse la synthèse sur le genre de la Robinsonade, il faut retenir un naufrage, une rupture du lien social, la solitude, des épreuves de survie, la rencontre de l'autre. Tout ça tend à une perspective particulière, le développement personnel. En fait, dans une Robinsonade, le héros, celui qui vit tout seul, se découvre et devient une version améliorée de lui-même. Chez Tournier, une Robinsonade singulière, on l'a vu, effectivement, Tournier ressuscite le sujet. Mais Tournier, c'est aussi quelqu'un qui est véritablement pétri d'humanisme et il déplace notre regard et rend hommage à l'humanité sauvage. Il réhabilite la différence, donc c'est une critique de la suprématie européenne, une contestation de l'ethnocentrisme, c'est-à-dire le fait de considérer la civilisation européenne comme une civilisation supérieure. Il fait fi du paternalisme colonial et du racisme à peine larvé, pour faire de l'autre notre égal, un autre moi-même, un alter ego. Alors si vous voulez aller plus loin dans le genre de la Robinsonade, de Jules Verne, vous pouvez lire L'île mystérieuse ou L'école des Robinson, ou encore 2 ans de vacances. De Robert Merle, vous pouvez lire Malville. Alors Malville, c'est une drôle de Robinsonade puisque ça se passe dans une situation post-apocalyptique, après une guerre nucléaire. Et pour aller encore plus loin, essayez de comprendre pourquoi Sa Majesté des Mouches est une anti-Robinsonade. Et au fait, qui n'a jamais rêvé d'être un Robinson? Allez, je vous embrasse, j'espère que ça vous a plu. À bientôt!